Bien, bonjour, vous m'entendez? Oui. Je disais que le CNAM était une des maisons les plus célèbres en ergonomie et que ça ne se voyait pas à l'installation des bureaux ici. Bien, merci pour l'invitation. Pour ma part, je pense que j'aurai un point de vue triplement peut-être exotique par rapport aux précédentes communications. Tout d'abord parce que j'ai compris que nous n'étions que 2 femmes sur 21 intervenants, donc c'est déjà une forme de marginalité, mais surtout parce que je suis sociologue et que paradoxalement je ne suis pas une spécialiste des objets. Alors, je vais quand même tenter de relier mon propos à la commande de ces entretiens. En présentant donc les résultats, l'extrait des résultats d'une recherche que j'ai appelée le travail du consommateur, qui part effectivement de l'hypothèse que le consommateur est mis au travail, notamment avec l'aide ou le support d'objets spécifiques. Donc je vous expliquerai un peu le point de vue que je prends, qui est celui de la sociologie du travail. Je présenterai directement les résultats de la recherche qui permettent de détailler les 3 formes de mise au travail du consommateur. Et puis je proposerai quelques pistes d'analyse sociologique de ces nouvelles configurations productives, en essayant de faire le lien avec la problématique du système des objets. En précisant donc le point de vue de la sociologie du travail sur les objets, si on regarde un petit peu ce qui s'est produit en sociologie du travail, en fait les sociologues du travail regardent les objets de 2 façons et de manière assez séparée. Soit ils voient les objets comme un outil de production, et là on est dans toute la tradition d'études du machinisme notamment. Quelqu'un comme Friedman qui a hanté ces lieux a fait un gros travail là-dessus notoirement. Et dans un autre champ, bien séparé, sur le plan académique, on regarde les objets du point de vue des objets de consommation. Alors avec 3 angles de privilégiés, soit comme des marchandises, des produits ou des objets d'échange. Ça va de Mauss à Marx notamment, qui ont regardé les objets non pas en tant que valeur d'usage à proprement parler, mais comme élément d'une économie et d'un échange social. Les objets sont également vus par les sociologues traditionnellement comme des objets, comme des symboles. Donc là, depuis 1899, avec Veblen, et dans une tradition très française, en fait, critique, avec Barthes, Baudrillard notamment, évidemment Bourdieu, qui ont regardé moins les objets pour ce qu'ils sont que pour les distinctions qu'ils peuvent procurer sur le plan social. Quelques sociologues se sont néanmoins intéressés aux usages aussi de ces objets, et c'est notamment toute la microsociologie du quotidien que fait Desjeux ou d'autres, les fonctionnistes américains, Gershoni par exemple. Alors effectivement, cette séparation un peu artificielle des objets de production et des objets de consommation me semble ne plus devoir tenir, et je crois que là on se rejoindra pour dire qu'il faut arrêter de penser ces 2 types d'objets comme étant séparés. Pour préciser aussi mon point de vue, je suis plutôt dans l'héritage d'un Simondon ou d'un Nicolas Daudier, et je ne pense pas qu'il y ait de déterminisme technologique. Nous, 2 autres sociologues, nous intéressons aux rapports sociaux, aux relations et aux rapports sociaux, et pour nous, les objets sont plutôt des produits de ces rapports sociaux et des instruments de ces rapports sociaux que les déterminants. Alors, rapidement, le programme de recherche que j'ai fait sur le travail du consommateur est parti de questions très simples que vous êtes peut-être posées vous-même en tant que consommateur. Par exemple, quel est le statut de mon activité quand je passe 1 heure à essayer de trouver le meilleur tarif sur un site internet pour un billet de transport? Qu'est-ce que je fais quand je passe 3 jours chez moi à tenter, un peu désespérément, je l'avoue, d'installer mon internet? Quelle est la logique de la suppression des guichetiers dans à peu près toutes les gares en Europe et aux États-Unis? Comment comprendre que, quel que soit le service, public ou privé, performant ou pas performant, je dois faire une file d'attente à peu près systématique? Bref, un certain nombre de questions qui m'ont amené, c'est peut-être un biais professionnel, à faire l'hypothèse, en tant que sociologue du travail, que peut-être c'était du boulot. C'est-à-dire que peut-être toutes ces activités développées par le consommateur pouvaient être appelées travail. Bon, donc après j'ai chaussé mes lunettes de sociologue du travail et j'ai regardé effectivement l'activité du consommateur en me demandant mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on lui demande de faire, quels sont les rapports sociaux qui caractérisent cette activité. Et puis j'ai regardé le travail des différentes parties prenantes autour de ces configurations productives, donc les concepteurs bien entendu, et au premier rang desquels le marketing, les travailleurs professionnels, les guichetiers, les caissiers, etc.,
mais aussi l'activité des consommateurs ou contributeurs, hein, pour reprendre le terme de Stigler, qui sont tous des amateurs, au fond, qui ne sont pas des professionnels. Et j'ai regardé leur travail sous les 4 aspects, hein, que l'on peut retenir pour analyser une activité de travail, à la fois le prescrit, ce que l'on dit au consommateur de faire, mais aussi ce qu'il fait vraiment, hein, puisqu'on sait depuis au moins un demi-siècle que le travail réel n'est jamais exactement le même que le travail prescrit. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il a réussi à faire finalement, hein, au-delà de toute l'activité qu'il a déployée pour essayer de faire quelque chose, finalement, est-ce qu'il réussit à produire quelque chose? Et puis on peut aussi s'interroger sur son travail vécu, c'est-à-dire l'interprétation qu'il fabrique à propos de son activité. Quel sens ça a pour lui? Bon, ce sont quelques grilles conceptuelles de la sociologie du travail. Un dernier petit concept, et après on passe au terrain. J'utilise aussi la notion de travail d'organisation, une expression forgée par Gilbert de Terssac, qui est l'idée que les organisations ne sont pas naturelles. Si elles ne sont pas naturelles, c'est donc qu'elles sont construites socialement, et que pour construire une organisation, c'est du travail, hein, surtout si on veut qu'elle marche. Et donc on appelle ça le travail d'organisation, tout le boulot que représentent les contributions des différentes parties prenantes pour fabriquer une organisation qui marche. Dans mes précédentes recherches, j'avais pu montrer par exemple qu'il y avait une délégation de ce travail d'organisation vers les premières lignes, hein, ceux qui justement sont au contact des consommateurs. Et je me suis demandé, est-ce que les consommateurs font eux aussi un travail d'organisation, hein, qui a une dimension politique bien entendu. Alors, je vais aller plus vite là-dessus. L'idée que le consommateur travaille n'est pas nouvelle. Hein. J'ai retrouvé, je ne suis pas archéologue, mais j'ai retrouvé les premières traces au début du XIXe siècle. En fait, ça a été surtout étudié à partir des années 60 dans différents champs. Beaucoup de disciplines se sont penchées sur l'idée de coproduction. Alors, dans le champ descriptif et analytique, ça a été décrit assez finement par les économistes de service comme Delaunay ou Gadret. En sociologie, dans la tradition interactionniste d'Erving Goffman, qui a beaucoup étudié les interactions de service, il y a aussi toute une tradition sociologique qui s'est attachée à regarder ce qui se fabriquait dans la relation entre un professionnel et un consommateur. Il y a également d'autres approches sociologiques développées par Annie Borzex, Aurélie Jantet, Frédéric Mispelblom ou Guillaume Tiffon, par exemple, qui s'intéressent à cette activité du consommateur. Elle est essentiellement vue du point de vue réactif, c'est-à-dire que le regard sociologique reste quand même beaucoup du côté du professionnel. Il y a aussi des études qui ont été faites à visée davantage instrumentale, voire même prescriptive. Alors beaucoup d'études intéressantes dans le champ de l'ergonomie, notamment sur l'interface homme-machine, que ce soit des machines pour travailler ou des machines pour consommer. Et puis évidemment une abondante littérature en gestion et marketing sur ce que pourrait faire le consommateur dans la production, et c'est ça que je vais détailler juste après. Donc toutes ces recherches qui préexistent, effectivement, invitent à observer l'activité du consommateur un peu plus finement et à s'intéresser aussi à un autre champ qui n'avait pas été beaucoup exploré à ma connaissance, qui sont ce que j'appelle les prestations sans relation. L'essentiel de la sociologie du travail a regardé les relations de service comme étant le service, ou le service confondu avec les relations de service. Or, il existe des services sans relation. De ce fait-là, c'est intéressant de regarder ce que fait le consommateur. La sociologie de la consommation, quant à elle, s'est assez peu intéressée à ce moment de coproduction et à ce que fait le consommateur à ce moment-là, donc est davantage centrée sur l'achat et l'usage des objets acquis. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Si on regarde d'abord ce qu'en disent les concepteurs. Alors, ce que j'appelle les concepteurs, c'est ceux qui mettent à disposition, entre guillemets, du consommateur un outil de coproduction pour qu'il travaille. Donc ce sont essentiellement des directions fonctionnelles d'entreprise, hein, informatique, marketing, méthode, etc. Un peu les héritiers des bureaux d'ingénieurs de M. Taylor. Quand on écoute, ou plutôt on lit ce que disent les concepteurs, et je l'ai fait en lisant la littérature marketing et gestion depuis une vingtaine d'années, essentiellement anglo-saxonne, puisque c'est surtout dans cette littérature-là qu'on trouve des références, on observe qu'effectivement, l'idée de mettre le consommateur au travail est explicite. Moi, j'ai été très, très surprise par ce que j'ai trouvé, parce que il s'agit bien de faire travailler le consommateur d'après un certain nombre d'auteurs en marketing. Alors, parce que vu des concepteurs, les consommateurs sont quoi? Ils sont extrêmement nombreux, ils sont présents sur le lieu de livraison, ils sont évidemment motivés par la qualité, puisque c'est eux qui vont en bénéficier, puis en général, ils sont pressés, donc intéressés à une certaine productivité.
En outre, ces consommateurs savent mieux que quiconque ce qu'ils veulent, quelle taille ils font, quel goût ils ont, quelles contraintes ils veulent faire respecter, etc. Ce qu'observent également les gens du marketing, c'est qu'un consommateur qui a collaboré ou coproduit quelque chose en sera un fervent défenseur. C'est-à-dire que nous avons tendance à défendre les produits que nous avons contribué à fabriquer. Donc, un consommateur qui a travaillé est d'autant plus prescripteur du produit. C'est un double gain pour le vu du marketing. Et puis surtout, l'énorme avantage, c'est qu'un consommateur, c'est gratuit. Ça n'est pas rémunéré ou très peu. Finalement, dans cette littérature, et c'est dit presque explicitement comme ça, les consommateurs réalisent le rêve de tout employeur, de disposer d'une main-d'œuvre abondante, gratuite et motivée et disponible. Le rêve pour un employeur. Mais, souligne la littérature de gestion, et notamment le marketing, l'inconvénient... oui, je vais passer ça... L'inconvénient principal de ces consommateurs, c'est que ce ne sont pas vraiment des travailleurs. Le terme de quasi-employé est très souvent utilisé pour désigner le consommateur mis au travail, donc on voit bien qu'il y a c'est quasiment un employé, c'est textuel. Problème, vu de la gestion, c'est qu'on ne sait pas si ce consommateur va être compétent, on sait même plutôt qu'il va y avoir des niveaux de compétences extrêmement variables, qu'a priori ce sont surtout des amateurs, on ne peut pas les sélectionner, on ne peut pas les recruter. On ne sait pas si ce consommateur va obéir à la prescription, déjà qu'on a des problèmes avec les salariés, alors vous imaginez avec un consommateur. On ne sait pas très bien comment le motiver. On ne sait pas aussi s'il va prendre soin de l'outil de coproduction. Il ne faudrait pas qu'il abîme le matériel qu'on lui met entre les mains. Donc ça crée une source d'incertitude. Donc toute cette littérature marketing et gestion, depuis une vingtaine d'années, à la fois plaide pour la mise au travail du consommateur et en même temps en mesure les limites, les risques, vu de la gestion. Principal risque, c'est effectivement que ce consommateur est une source d'incertitude forte, non seulement pour le matériel, mais aussi pour la performance globale et même pour la performance des salariés qui seraient dans les parages. Dit autrement, c'est un quasi-employé difficile à manager et donc il faut faire du management du consommateur et certains articles vont même jusqu'à prescrire d'utiliser tout ce que la gestion fait à propos des travailleurs salariés pour l'appliquer au consommateur, de faire par exemple une gestion des ressources humaines du consommateur. La dernière mode marketing, je parle sous le contrôle des gens qui en font ici, enfin une des grandes tendances du marketing aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Customer Empowerment. Pardonnez-moi les anglicismes, c'est inévitable dans ce champ. Alors, en quoi consiste le Customer Empowerment? Grosso modo, il s'agit de rendre le client acteur et de lui donner davantage de pouvoir face aux marques. Il s'agit de lui offrir de participer à la coproduction. Alors peut-être que parce que je suis sociologue, je ne peux pas m'empêcher de m'étonner de ce que les entreprises, soudainement, soient très soucieuses de donner plus de pouvoir aux consommateurs dans leur relation avec eux. C'est un vrai étonnement. C'est quand même assez rare, quand on a le pouvoir, de vouloir soudainement se dire « Tiens, en fait, je vais le redonner ». Dans les affaires commerciales, c'est quand même un phénomène assez étonnant. Donc, on va rester avec cette question et essayer de comprendre ce que peut vouloir dire le Customer Empowerment dans cette logique-là. Alors, si on quitte maintenant le discours des concepteurs et des marketeurs et qu'on regarde un peu sur le terrain de quelle manière ça se passe, donc j'ai fait des observations participantes, observations dialogantes, observations expérimentales, des entretiens avec des consommateurs et des concepteurs pour tenter de voir comment ça se passait pour de vrai, en réel. Alors, j'ai pu effectivement vérifier l'hypothèse qu'il y avait une mise au travail du consommateur. Alors, l'emploi du mot « travail » dans le champ des sciences humaines est extrêmement problématique, mais pour moi, ça n'est pas un problème, c'est-à-dire que vous ne trouverez, je pense, c'est très difficile de trouver deux personnes spécialistes du travail d'accord sur une définition du mot « travail ». Évidemment, ce mot est problématique. Donc la difficulté, c'est d'éviter un usage abusif du terme. Tout n'est pas du travail. Donc à partir de quand peut-on parler de travail, et notamment de travail du consommateur? Alors pour éviter cet usage abusif, je propose de fixer des critères, sans doute discutables, mais au moins ils ont le mérite d'être explicites. Alors les critères que j'ai retenus empruntent à 3 disciplines spécialistes du travail. Le premier critère est issu du champ de l'ergonomie. Les ergonomes décrivent très bien que le travail, ou plus exactement l'activité, pour reprendre leurs termes, consiste à, passez-moi l'expression, à y mettre du sien. C'est-à-dire qu'il y a travail à partir du moment où il faut, en plus de la tâche prescrite,
mettre de son intelligence, de son agilité, de ses émotions, de son corps, ça évidemment. Donc il faut y mettre du sien. D'ailleurs, si on applique la tâche à la lettre, ça s'appelle une grève du zèle et plus rien ne fonctionne. Donc ça serait le premier critère, il faut y mettre du sien. Deuxième critère que j'emprunte aux sociologues, c'est de dire qu'on peut parler de travail à partir du moment où cette activité est socialisée, inscrite dans un réseau social, socialisante, ça permet de rencontrer des gens, et inscrite dans un rapport social de production. Troisième critère, notamment pour distinguer ce travail de ce qui serait du bénévolat, il faut un critère économique. Autrement dit, il faut que cette activité socialisée soit productrice de valeur pour l'entreprise, soit sous forme de valeur d'échange, c'est-à-dire de produits que l'on peut revendre, chiffre d'affaires, soit dans la réduction des coûts, des coûts de production. Voilà les trois critères que j'ai retenus pour m'autoriser à parler de travail du consommateur sans être abusif. Je signale donc tout de suite que ça exclut toutes les activités non marchandes qui ne rapportent pas de valeur à l'entreprise. Si vous faites votre blog sur le Web 2.0 et que ça ne rapporte d'argent à personne, ce n'est pas une activité marchande, donc ça sort du champ de mon étude. Alors j'ai pu effectivement, à base d'observations multiples, vérifier que le consommateur produit de la valeur sur les différentes étapes de la création de valeur des biens et des services. Évidemment, au milieu, la fabrication même du bien et du service, mais aussi en amont, tout ce qui relève de ce qu'on appelle, avec Franck Cauchois, le travail marchand, c'est-à-dire le travail de fabrication du marché, connaître les consommateurs, fabriquer une offre qui convienne, trouver le meilleur prix, distribuer, faire de la pub, etc. Toute cette activité dite travail marchand, mais aussi en aval, le service après-vente, la gestion des déchets, la gestion des aléas, la formation, le stockage. Et puis deux activités non directement productives, mais qui sont très importantes aussi, ce qu'on appelle les activités support, du registre de l'équipement, de la logistique, du financement, et des activités dites de management, c'est-à-dire de prescription, d'encadrement, de formation et de contrôle essentiellement. J'ai pu observer que sur ces 5 domaines de création de valeur, le consommateur était mis au travail. Pour tenter de le démontrer, on va passer à la description des formes de cette mise au travail du consommateur. J'ai effectivement pu distinguer 3 formes principales de mise au travail du consommateur qui sont fort différentes dans leur logique et dans leur modèle économique, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Le premier, que j'ai appelé autoproduction dirigée, on va dire en gros un développement du self-service, consiste à externaliser sur le consommateur des tâches rendues assez simples pour être réalisées par un amateur, et souvent, apparemment, on verra que c'est un peu plus compliqué, à la place du travail que faisait un employé. Exemple, prendre sa carte d'embarquement tout seul à une borne dans un aéroport. Deuxième forme de mise au travail du consommateur consiste moins à externaliser, au contraire, il s'agit de capter des informations, des données, des idées, des productions que l'on peut marchandiser, que l'on peut revendre, ou en tout cas à partir desquelles on peut créer de la valeur. Et troisième forme de mise au travail du consommateur, un petit peu plus subtile parce qu'elle n'est pas directement productive, c'est le travail d'organisation auquel j'avais fait référence précédemment. C'est chaque fois que le consommateur doit trouver une solution aux contradictions dans lesquelles il est mis. Des solutions qui doivent être à la fois pratiques, en même temps que socialement et subjectivement acceptables. J'y reviendrai. Donc je vais détailler rapidement, si j'ai le temps, ces 3 formes de mise au travail du consommateur. Alors l'autoproduction dirigée, l'idée, c'est d'externaliser les coûts, fondamentalement. Donc, de les externaliser c'est l'idée de l'entreprise, de les externaliser sur les consommateurs. Donc, il s'agit de tout ce qui relève du self-service, de l'antique pompe à essence, où ce n'est pas une personne qui vient vous servir l'essence, mais c'est le consommateur lui-même qui se sert l'essence, mais qui a connu une extension importante et progressive dans différents secteurs d'activité, avec le support d'automates, de systèmes experts, de plus en plus sophistiqués, et qui, ou assez peu sophistiqués. Une simple machine à café collective remplace d'une certaine manière une forme de self-service et remplace un service avec serveur. Il s'agit également de tout ce qui relève des billetteries, j'ai fait allusion, billetterie dans le champ des transports, ça je crois que tout le monde l'a observé, mais également beaucoup dans le champ de la culture, cinéma, musée, etc., où maintenant on peut réserver des places par Internet, imprimer soi-même son billet, etc. Il s'agit aussi,
je vous souhaite de n'avoir jamais eu cette expérience-là, des répondeurs automatiques où quand vous avez un problème, vous essayez d'avoir une solution en appelant un 0800 quelque chose et vous essayez de trouver au milieu de réponses standardisées la réponse à votre question pourtant si personnelle. Donc là, on voit que le consommateur est mis au travail au sens où c'est à lui de trouver dans un fatras de réponses standardisées celle qui répondrait le mieux à sa question. Enfin, et on le voit se développer de plus en plus, il peut s'agir de tous les services d'autodiagnostic, qu'il s'agit de diagnostics pour des assurances, même pour des diagnostics médicaux, diagnostics de niveau de formation en langue par exemple, etc., où des systèmes experts vous permettent tout seul, en tant que consommateur, de faire votre autodiagnostic. Donc on voit que ça peut toucher aussi des professions qui sont assez qualifiées dans cette externalisation. Alors comment ça marche? Je pense que vous en avez eu l'expérience. Si on regarde un peu si on regarde le système productif qui soutient ça, on voit que pour que ça marche, il faut standardiser les procédures, faire des catégories de consommateurs et de consommation, de manière à fabriquer des offres standards, faire des scripts, ce qu'on appelle des scripts, ce sont des dialogues préenregistrés, et permettre aux consommateurs de faire un choix parmi des standards de façon à trouver une solution qui correspond à sa demande, ce qu'on appelle la modularité. Évidemment, tout ça, comme je le disais, est soutenu par des outils de coproduction qui automatisent la fabrication et des systèmes experts. Alors là, on est beaucoup dans ce qu'on appelle les bornes, mais aussi le web au sens 1.0, on n'est pas encore dans le 2.0. Et puis, ça automatise également la relation. Bonjour, veuillez appuyer sur la touche étoile. Si vous tapez 1, etc. Donc là, on est vraiment dans l'automatisation des scripts. Et puis surtout, et ça, on a vu un progrès phénoménal à cet égard, pour que n'importe qui puisse le faire, n'importe quel amateur puisse coproduire, il faut simplifier les interfaces, c'est-à-dire faire un effort sur l'ergonomie et la présentation du système, de manière à ce que l'outil ne soit pas repoussant et même permette de réaliser la tâche. Tous ces systèmes, évidemment, supposent un contrôle et une traçabilité importante, puisqu'il s'agit de contrôler le consommateur, ce qui existe déjà, mais en outre, il faut aussi contrôler le travailleur qui réalise sa tâche. Donc, on voit dans ces systèmes-là beaucoup de contrôle et de traçabilité. Alors, comment est vécu ce travail? On peut trouver absolument toute la palette des réactions face à ces systèmes. Les plus virtuoses trouvent ça formidable, parce qu'effectivement, ils ont un sentiment d'autonomie accrue. J'insiste sur le mot sentiment, puisque l'autonomie réelle n'est pas moindre. Sentiment d'autonomie accrue, une grande praticité, l'impression de gagner du temps, surtout parce qu'ils ne font plus les files d'attente organisées devant les guichets avec personnel, jusqu'au consommateur qui se trouve en difficulté, en fait tout simplement qui n'est pas compétent pour réaliser la tâche, soit parce qu'il ne sait pas lire, soit parce qu'il ne comprend pas la procédure, soit parce qu'il ne sait pas qu'un écran tactile peut être tactile, ou parce qu'il ne sait pas utiliser une souris, etc. etc. Distinctions d'ailleurs qui sont beaucoup plus sociales que de génération. C'est le même phénomène qu'avec l'informatique. Et là, on trouve, et on l'observe quotidiennement, des gens en situation de handicap. Ils n'arrivent pas à réaliser la tâche qui leur est prescrite, et donc ils ne peuvent pas consommer. Ou alors il leur faut l'aide des autres consommateurs. Donc cette externalisation de la tâche, elle vise évidemment à réduire le personnel, les coûts, c'est-à-dire la masse salariale des personnels en contact avec les consommateurs. Et si on en croit les prévisions d'un directeur marketing de chez EasyJet, la deuxième phase, c'est d'externaliser aussi l'outil de coproduction, c'est-à-dire que ça sera au consommateur de payer lui-même l'outil grâce à son ordinateur personnel et sa ligne Internet chez lui. L'idée, c'est de supprimer les bornes pour que tous ces coûts soient externalisés. Donc ça, c'est dit explicitement par les consommateurs, la volonté d'externaliser les tâches vers les amateurs. Alors évidemment, le produit, ce qui est intéressant de regarder, c'est que le produit n'est pas le coproduit, ça n'a pas la même qualité, mais ça, je crois que tout le monde en a bien conscience. Alors, si je passe maintenant à la deuxième forme, je m'excuse d'aller si vite, mais en une demi-heure, c'est difficile de faire autre chose que des synthèses. La seconde forme de travail, de mise au travail du consommateur, qui intéressera peut-être plus les amateurs de nouvelles technologies ici, c'est ce que j'ai appelé la coproduction collaborative. Donc c'est une mise au travail qui consiste à capter parmi la foule, parmi les amateurs, j'ai pris le logo de YouTube parce que ça serait un symbole de ça, de capter du travail bénévole, mais à but lucratif. C'est-à-dire l'idée, c'est de capter des informations, des productions, etc., qui puissent être vendues.
Vous connaissez sans doute l'article de Jeff Ho en 2006 dans la revue Wired, une revue sur les nouvelles technologies, qui, lui, emploie le néologisme de crowdsourcing, sourcing pour dire approvisionnement, crowd, la foule, donc l'approvisionnement dans la foule, qui serait encore moins cher que la sous-traitance, l'outsourcing, puisque, comme il dit assez brutalement, le consommateur restera toujours moins cher qu'un Indien ou un Chinois. Donc le crowdsourcing, c'est vraiment le modèle économique le plus rentable. Alors ce système-là, que l'on connaissait en fait déjà dans le tourisme et les transports notoirement, a connu un développement phénoménal grâce aux possibilités qu'ont offertes les technologies, et notamment le Web 2.0, mais également les cartes magnétiques, et on va le voir avec les puces RFID également. Et c'est un modèle économique qui fonctionne essentiellement sur la publicité, puisqu'en fait, l'essentiel des revenus de ces entreprises vient soit de la vente d'attention à la publicité, ils vendent des espaces publicitaires, soit de la revente de fichiers sur les consommateurs, sur le marché de la connaissance des consommateurs, et exceptionnellement par des petites commissions qui peuvent être faites sur les transactions. Alors très concrètement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit bien évidemment de tout ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire la vente d'informations sur les individus, leurs habitudes d'achat, leurs réseaux sociaux, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils dépensent pas, etc. Donc les sites... Cette information peut être donnée volontairement, typiquement dans les réseaux sociaux. Elle peut être donnée aussi de manière passive, par exemple lorsque vous passez votre passe Navigo pour prendre le métro, ou de manière conditionnelle, typiquement quand vous achetez un voyage ou lorsque vous voulez faire la banque en ligne, on vous demande plein d'informations et c'est la condition pour accéder aux services à distance. Donc ça, le marché des données sur les consommateurs se développe beaucoup, je crois que vous en avez déjà parlé. La coproduction collaborative, c'est bien entendu ce qu'on appelle aussi le UGC, le User Generated Content, c'est-à-dire tous les contenus Internet qui sont fabriqués non pas par des professionnels, mais par des internautes eux-mêmes. Donc là, on est vraiment dans le cas de productions qui sont offertes dans un but lucratif. Alors ça peut être des vidéos, des photos, des articles, des musiques, etc. Et ça peut même être des idées lucratives qui font que de plus en plus d'entreprises associent les consommateurs à la conception et à l'innovation par le biais de tests produits, de concours. Alors ça peut être des concours ou de tests et de concours sur la meilleure idée de création d'entreprise ou la saveur d'une crème bien connue, d'une marque bien connue. Ça peut porter sur plein de choses différentes. C'est également la coproduction collaborative, c'est également tout ce que fait le consommateur lorsqu'il participe au travail marchand, c'est-à-dire qu'il fait un travail publicitaire ou marketing pour le compte de l'entreprise et ce gratuitement. Je prends souvent l'exemple de ce que j'appelle moi l'homme sandwich, c'est-à-dire lorsque nous sommes affublés de marques et de logos sur nos vêtements. Ça peut concerner un adolescent qui aime la tenue de sport comme une bourgeoise qui aime un sac à l'acronyme bien connu. On se fait porteur de marque et porteur de publicité. Mais c'est aussi chaque fois que l'on parraine quelqu'un ou qu'on le réalise même des publicités pour le compte des marques. Ça, c'est une nouvelle pratique dans le champ de la publicité. Les publicitaires, maintenant, développent un système de sous-traitance de la publicité aux consommateurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils organisent des concours et demandent aux consommateurs de faire des spots publicitaires qui permettront de mieux capter leur environnement sociologique. Ça marche très bien dès que ça a une forme de concours et que ça permet, par exemple, à des individus de gagner le concours et de montrer ce qu'ils pourraient faire avec une vidéo. On peut mettre la télé-réalité aussi sous cette catégorie de la coproduction collaborative, dans la mesure où il s'agit de téléspectateurs qui acceptent de fabriquer un programme lucratif, et ce bénévolement. De la même manière qu'on peut parler de crowdsourcing sécuritaire chaque fois que nous sommes sollicités pour participer à l'activité de vigilance ou de dénonciation à visée sécuritaire, ou en tout cas participant au rituel sécuritaire actuel. Et puis, chaque fois que nous participons, chaque fois que le consommateur vote, par exemple, ou donne une note pour un acheteur ou un vendeur, là je me réfère aux achats faits sur le web, il aide à fabriquer un élément fondamental pour que le marché puisse se développer, c'est la confiance sur le marché. Ces petites appréciations anodines sont très importantes pour fabriquer la confiance sur le marché. Il y a même du crowdsourcing dans le champ de la recherche. Voilà des exemples finalement quand même assez divers qui montrent que la coproduction collaborative s'est beaucoup développée. Alors,
la question c'est, mais pourquoi est-ce que le consommateur accepte de travailler bénévolement pour des entreprises à but lucratif? On va faire l'hypothèse assez raisonnable ensemble que le consommateur n'est pas idiot, donc il a de bonnes raisons de coproduire. Les bonnes raisons, elles sont d'abord qu'il pense y trouver un service gratuit. Ça, c'est la première appréhension. Le contributeur à cette collaboration, à cette coproduction collaborative, n'a pas l'impression de travailler, en général. Même s'il peut râler sur le fait que c'est difficile, qu'il n'y arrive pas, etc., il n'a pas le sentiment de travailler. Il a d'abord l'impression d'avoir accès à un service. Ensuite, et ça rejoint ce que les théories de psychologie et sociologie du travail permettent de savoir sur notre engagement dans le travail, le consommateur travaille pour toutes les raisons qui font qu'on ne travaille pas que pour de l'argent, c'est-à-dire toutes les dimensions non utilitaristes du travail, que l'on peut résumer rapidement en disant que, en général, les gens y mettent du leur dans leur travail parce qu'ils veulent faire quelque chose au monde, quelque chose d'intéressant, de formateur et de créatif. Mais aussi, cette activité permet de rencontrer des gens. On le voit beaucoup en creux quand les gens sont privés d'emploi. L'une des grandes difficultés, c'est de ne pas avoir de relations sociales quotidiennes. Se sentir utile au monde. Il n'y a rien de pire que d'être un inutile au monde, pour reprendre le terme de Robert Castel. Et puis, obtenir de la reconnaissance sociale sur son activité. Ici, au CNAM, nous avons des grands théoriciens de la reconnaissance qui montrent l'importance que la quête de reconnaissance peut avoir dans l'engagement de soi au travail. Et d'une certaine manière, c'est tout ce qui a pu être observé classiquement dans le champ du travail semble valable ici pour cette coproduction collaborative. Quand on interroge des gens qui passent beaucoup de temps, d'argent et d'énergie à participer à la coproduction collaborative, ils vous répondent en gros qu'ils le font pour faire quelque chose d'intéressant, d'utile, obtenir de la reconnaissance et rencontrer des gens. Donc on retrouve les mêmes critères. Ils le font aussi pour quelques critères utilitaristes, on va dire, notoirement la recherche d'emploi. Certains utilisent notamment le Web 2.0 pour se faire connaître, ou pour tenter de marchandiser ses propres œuvres. Et là, on se retrouve donc dans un cas intéressant. On aurait donc une sorte de loisir actif, pour reprendre une expression de George Friedman, qui donnerait plus de satisfaction que le travail salarié, ou donnerait une satisfaction lorsqu'on est privé de ce travail salarié. Alors évidemment, pour arriver à faire travailler un consommateur de façon collaborative, lorsque l'on observe la prescription qui est faite au consommateur, on voit qu'elle est d'une très grande qualité. On voit même qu'elle est souvent d'une qualité supérieure aux prescriptions qui sont faites dans les entreprises aux salariés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il ne faudrait pas que le consommateur décroche de sa tâche. Donc on observe que l'organisation du travail du consommateur est assez remarquablement faite, à la fois dans la prescription. Le management, j'allais dire, est plaisant, plutôt, puisqu'il faut maintenir cette forme de bénévolat. On observe par exemple on sait depuis longtemps que la meilleure façon de se former au travail, c'est de favoriser l'échange sur les pratiques. Si je veux apprendre à faire quelque chose sur mon ordinateur, par exemple, plutôt que de consulter la documentation traduite approximativement de l'américain, je vais plutôt demander à mon voisin comment il fait. Ça va beaucoup plus vite et ça marche mieux comme ça. Pareil, les constructeurs de sites, notamment du Web 2.0, incitent beaucoup les consommateurs à faire de l'échange de pratiques. Les fameuses questions, les FAQ, etc., qui sont en fait de l'échange sur les pratiques, qui est extrêmement formateur et permet au consommateur de réaliser au mieux sa tâche. Et de même que dans l'autoproduction dirigée, on assiste dans ces systèmes-là à un très fort contrôle de l'activité et une traçabilité aussi importante. Alors, peut-être pour défaire une image qui, je ne sais pas si elle circule encore, mais elle a été très forte au début des années 2000. On avait parlé avec le Web 2.0 de l'avènement d'un monde horizontal, enfin avec le Web plus le Web 2.0, de l'avènement d'un monde horizontal et totalement démocratique. Mes observations m'amènent à nuancer assez fortement ce constat, puisque lorsqu'on regarde de près cette coproduction collaborative, on voit que le travail de conception, c'est-à-dire l'architecture des sites, la manière dont on peut participer, etc., est tout à fait déterminant sur les cadres cognitifs et sociaux qui vont pouvoir s'y déployer. Ce n'est pas neutre du tout. En outre, ces sites pratiquent, comme vous le savez, beaucoup de modération. Modération, c'est une forme de censure, en tout cas de contrôle, bien entendu. Ce qui est très, très important aussi, c'est de voir que les concepteurs sont totalement invisibles.
C'est-à-dire vraiment l'écran montre et cache à la fois, ils montrent leur activité mais ils cachent le concepteur et qu'il est difficile d'avoir un débat avec eux sur cette conception. Donc on va dire que le pouvoir de conception est difficile à voir. Et puis on sait également que sur ces sites, je mets l'accent sur les sites, peuvent s'introduire des web influencers, c'est-à-dire des gens payés pour se faire placer pour des blogueurs, pour des individus qui interviendraient dans des forums. Donc un rapport de pouvoir d'autant plus grand qu'il est invisible. Ce qui est très étonnant aussi dans cette économie de la coproduction collaborative, c'est que la concentration capitalistique s'est faite extrêmement rapidement. On dit qu'il y a 10 grands sites qui comptent aujourd'hui mondialement. Ça s'est fait donc beaucoup plus vite que la sidérurgie ou l'automobile, cette concentration capitalistique. Et donc, qui dit concentration capitalistique dit réduction effectivement de la possibilité de contestation ou de contre-pouvoir. Notons également que dans la coproduction collaborative, on accroît les possibilités de nuire. Alors évidemment par ce fameux buzz dont tout le monde parle, c'est-à-dire de faire courir des rumeurs plus ou moins justes, soit sur une marque, soit sur une entreprise, soit sur un individu. Je veux dire, l'arme peut être renversée. Et puis l'utilisation des bases de données, la traçabilité que permettent ces sites peut également, si elle tombe entre de mauvaises mains, être un moyen d'accroître la nuisance, et notamment l'intimité des individus. Alors, de même que dans l'autoproduction, quelque chose qui est fabriqué par le consommateur n'est pas exactement le même produit qu'un produit fait par un professionnel. Sur la coproduction collaborative, et j'ai pris l'exemple du journalisme, on voit bien qu'un journal fait par des amateurs n'est pas la même chose qu'un journal fait par des professionnels. Sans mettre de hiérarchie entre les deux, ça n'est pas le même produit. C'est forcément différent. D'ailleurs, le même Jeff Howe, dans la même revue Wired, parle en 2008, donc 2 ans après, il est passé de l'idée de crowdsourcing à dire, dis donc, le crowdsourcing, parfois, c'est plutôt du stupid sourcing. C'est-à-dire qu'effectivement, à force de capter tout ce qui passe, ça donne un niveau de qualité qu'on a du mal à évaluer. Et en fait, il faudrait un retour des professionnels pour pouvoir réévaluer ces contributions. Dernière forme de mise au travail du consommateur. Je suis en retard, Bon, personne ne me gronde, alors ça va. 5 minutes, merci. Si j'ai 5 minutes, je vais passer... Je ne vous parlerai pas du travail d'organisation, parce qu'on n'a pas le temps. Je vais aller directement aux questions plus sociologiques, puisque, si j'ai bien compris, je suis la sociologue de service. Ah oui, mais j'ai vu, chacun son boulot. C'est bien. Une bonne division du travail ici. Question plutôt problématisée sur en termes cette nouvelle. On peut parler d'une nouvelle organisation du travail, une division des tâches, et de s'interroger sur ce que cette division des tâches transforme des relations et des rapports sociaux. Alors, vu des professionnels, la mise au travail du consommateur est plutôt vue comme une menace. Bien entendu, la première question qui se pose, c'est du point de vue d'un professionnel, quelqu'un qui a du métier. C'est assez troublant de voir que n'importe qui, je vais reprendre une expression que j'ai beaucoup entendue, n'importe quel crétin peut faire le métier. C'est évidemment la fameuse frontière entre professionnels et néophytes, entre professionnels et charlatans, là devient trouble lorsqu'on demande à des consommateurs de réaliser des tâches qui apparemment étaient faites par des professionnels avant. C'est vrai pour les journalistes, bien entendu aussi. Évolution des métiers aussi, on voit que de plus en plus, à chaque fois que le consommateur peut être mis au travail et que c'est réalisé, ça modifie le travail des professionnels au sens où ils vont moins réaliser le travail que le faire par le consommateur. Donc, ils deviennent comme des encadrants du travail des consommateurs. Vous pouvez le voir dans un guichet de poste comme dans le travail publicitaire que je citais tout à l'heure. Ou près du self-scanning, où la personne vous aide à passer vos produits mais ne le fait pas vraiment elle-même. Alors effectivement, ceux qui restent, en général traitent des cas atypiques, des cas qui ne rentrent pas dans les cases, que la machine ne sait pas traiter, parfois les cas les plus conflictuels. Et la dernière inquiétude chez les professionnels, c'est de voir que peut-être la mise au travail du consommateur peut menacer leur emploi, sans doute. Effectivement, il y a moins d'emplois de services de première ligne, ça supprime les emplois. En même temps, ça requalifie et renforce les emplois de conception. Et ça renforce également les emplois de surveillance, parce que la suppression des personnels, notamment dans l'autoproduction dirigée, la suppression des personnels caissiers, guichetiers, personnel de transport, etc., ne supprime pas totalement
la tâche à réaliser. Ils réalisent des tâches aussi de surveillance que la machine ne fait pas à leur place, et donc il faut rajouter quelqu'un qui surveille. Ce qui explique l'extension, la croissance phénoménale des vigiles dans ces lieux de coproduction, où le consommateur réalise lui-même les tâches. Vous verrez, il y a toujours des vigiles à droite et à gauche. Donc, on dirait une reconfiguration des emplois assez importante. Vu des consommateurs, ce qui est intéressant de voir, c'est ça crée des relations sociales un peu nouvelles, où il y a de plus en plus de contacts possibles entre les individus et de moins en moins de commerce entre les hommes, pour reprendre cette fameuse expression, et de plus en plus d'individualisation. On voit également que ce consommateur, lorsqu'il n'y arrive pas, lorsque le travail est mal prescrit, lorsque la tâche est mal faite, il doit prendre sur lui les contradictions qui lui tombent dessus. Par exemple, si vous voulez prendre un billet de train rapidement et que la machine refuse de vous délivrer le billet, et c'est à vous de trouver une solution pratique, socialement et subjectivement acceptable au fait que la machine ne marche pas et que votre train va partir. Il n'y a personne pour vous aider, c'est à vous de trouver la solution. Prendre aussi sur soi les contradictions entre consommateurs, citoyens et salariés, trois rôles que nous avons au moins en nous et qui portent des critères parfois divergents et qui supposent un travail de médiation. On observe aussi que la mise au travail du consommateur a une incidence sur les lignes d'exclusion sociale. La question étant, que fait-on de ceux qui ne savent pas travailler ou consommer ? Il y a ceux qui ne savent pas ou ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas les moyens de travailler. Et c'est très intéressant d'entendre, en tant que sociologue du travail, que les mots employés par les consommateurs qui, effectivement, ne sont pas assez compétents pour faire ces tâches, emploient exactement les mêmes mots que les salariés employaient dans les années 80, au grand moment de l'informatisation des services. Ils disaient « je suis coulé, je suis dépassé ». Tout ça, ça me dépasse. C'est exactement les mêmes termes qui sont employés. Intéressant aussi pour les sociologues de la consommation de voir que, outre la distinction sociale que le consommateur pouvait faire par l'acquisition d'objets ou de consommation, là, moi, j'ai observé des distinctions sociales par la coproduction. C'est-à-dire qu'il y a des virtuoses de la coproduction, des gens qui arrivent à prendre des billets ou à faire passer les choses au self-scanning ou à acheter des timbres à la poste avec une virtuosité inédite. Et on voit bien qu'il y a une certaine fierté à montrer ça dans l'arène publique, pour reprendre les termes de Nicolas Daudier. Alors, du côté des concepteurs, j'y ai fait référence, il y a un accroissement du pouvoir assez important, puisqu'effectivement, c'est exactement comme dans le travail taylorisé, plus vous faites des tâches individuelles, séparées et simplifiées, plus on donne de pouvoir à ceux qui réassemblent les tâches, les concepteurs. C'est également le cas dans la mise au travail du consommateur. Et cette activité est largement invisible, on ne voit pas les concepteurs, on ne sait pas d'ailleurs qui ils sont, on n'a pas leur nom. Ce qui veut dire qu'on a un pouvoir qui est de plus en plus, qui se cache, qui est caché, je ne sais pas s'il se cache, mais en tout cas on ne le voit pas, et en même temps qu'il y a de plus en plus d'outils et de moyens pour tracer, on pourrait dire surveiller, pour reprendre un terme foucaldien, pour surveiller l'activité des consommateurs coproducteurs. Alors on peut observer des résistances à ce mode de coproduction, certains consommateurs tentent de résister à ça. Notons que si cette résistance est individuelle, elle a peu de chances d'aboutir, et que la grande difficulté, outre l'abstraction du pouvoir, c'est qu'il est assez difficile de faire entendre une revendication qui serait de l'ordre de « je ne veux pas travailler en tant que consommateur », parce que ça suppose un niveau de conscience de ce travail-là qui n'est pas du tout aujourd'hui le cas. En fait, la principale voie de résistance, c'est, pour reprendre les catégories de Hirschman, un économiste, et Hirschman dit quand on n'est pas content d'un système, soit on voice, c'est-à-dire soit on dit quelque chose, on tente de revendiquer, soit on sort du système. Et c'est plutôt la deuxième solution qui semble être adoptée par la sortie du marché, sortie à la fois du marché des objets et du marché du travail, dans le développement d'une autoproduction non marchande, ou tous ces mouvements dits altermondialistes ou alter, ou tous les mouvements qui visent à la décroissance ou à la sortie des marchés. Alors moi, encore une fois, en tant que sociologue du travail, et je conclurai là-dessus, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette recherche, c'est l'ère de famille qu'avait le fameux Customer Empowerment avec le management participatif, on parlait aussi d'empowerment d'ailleurs, déployé auprès des salariés, dans l'industrie comme dans les services, dans les années 80 et 90 en particulier. C'est-à-dire la même déclaration d'autonomie et de responsabilité, soyez autonome et responsable,
qui fabrique un consentement à travailler et qui réduit la contestation au passage, avec des processus communs. C'est-à-dire que le discours est séducteur, on va avoir du pouvoir, on va être autonome, ça va être formidable. Et en même temps, cette déclaration d'autonomie est en même temps cernée de prescriptions. Il y a une hyper-prescription du travail, de ce qu'il faut faire, du rythme avec lequel il faut faire, des procédures qu'il faut suivre, des normes qu'il faut respecter, etc., qui rentrent complètement en contradiction avec la déclaration d'autonomie. C'est ce que les sociologues du travail appellent l'injonction paradoxale dans le management dit participatif. Et on observe également pour les consommateurs la même chose que pour les salariés. On a beaucoup plus de réseaux, de connexions entre les gens, mais beaucoup moins de collectifs. Donc les deux mots sont importants à distinguer. Dans les deux cas aussi, on a une montée de la traçabilité et du contrôle. Et dans les deux cas, le sentiment d'autonomie s'accroît considérablement, bien que l'hétéronomie, c'est-à-dire la dépendance au système et aux autres, reste très importante, voire même s'accroît objectivement. On est vraiment dans le phénomène qu'a très bien décrit Norbert Elias. Lui, il l'a fait sur une histoire longue, de bien distinguer le sentiment d'autonomie d'autonomie réelle, et que même, d'ailleurs, plus on a un sentiment d'autonomie, de fait de sa spécialisation sociale, et notamment dans le champ du travail, plus en fait nous sommes hétéronomes. Voilà, je vous remercie.